Le réveil de l'info, c'est Atlantique Radio. Les décodeurs, jusqu'à 9h30 dans la matinale d'Atlantique avec Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca et consultant. Et puis on attend Hicham El Bayed qu'on présentera dans quelques minutes, qui doit être en train de se garer. Bonjour Saïd. Bonjour Franck. Comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Alors, est-ce que vous êtes comme tout le monde ce matin ? C'est-à-dire que vous êtes un peu déprimé, quoi ? Ah non. Moi, je ne suis pas du tout déprimé. Mais moi non plus. Oui, bien sûr, c'est un match de foot. Mais regardez Mourad Baba et Karim Droné là-bas, c'est épouvantable. Les gars, c'est du foot, hein. Alors... Ça, vous êtes le premier à commenter. Moi, déjà, on présente nos félicitations à l'équipe nationale. Ouais, okay. On était finaliste. Ouais. On a gagné une grande équipe. Ouais. Le Maroc a réussi le challenge de l'organisation d'un mondial africain. On a donné l'exemple sur tous les plans sportifs, déjà, l'esprit sportif. Et d'ailleurs, on a la meilleure équipe de l'Afrique. Ouais. J'aime ce positivisme. Oui, bien sûr, il faut rester positif parce que le bilan est largement positif au Maroc. Donc c'est le Maroc qui a gagné. Bien sûr qu'il est positif. Donc, il a gagné l'organisation, il a gagné le respect du monde, il a pris le flambeau de l'Afrique. Et d'ailleurs, dans le message royal hier, c'est clair, on dit on représente l'Afrique, on croit à l'Afrique. Et c'est une finale, il y a un vainqueur, il y a un vaincu, on ne va pas rentrer, c'est vrai. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'on a gagné aussi sur le plan visibilité du royaume, économique. Le Maroc encore une fois comme un hub de préférence pour l'organisation des méga événements africains. Donc encore une fois, félicitations à l'équipe nationale, félicitations à l'esprit sportif et Dima Maghrib. Super. Hicham El Bayed est là, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio-télé, évidemment. Oui, évidemment. Je pensais que vous étiez pas content, donc vous étiez sorti du terrain et que vous n'alliez pas revenir dans l'émission. Non, pas du tout. Alors, j'entre dans le studio, j'entends le discours positif de mon ami Saïd. Bonjour Saïd. Depuis ce matin, c'est la grande déprime. Est-ce que ce pays va être complètement déprimé aujourd'hui ? Est-ce que vous, derrière le poste, là, vous allez être déprimé toute la journée ? Honnêtement, non. Enfin, je parlerai peut-être au nom d'une grande majorité de Marocains et de Marocaines. On est quelque part assez dépité et dégoûté. Dégoûté parce que... dégoûté parce que c'est pas la défaite en soi qui me dégoûte, mais le comportement de ce qu'on croyait comme amis, frères et alliés. On les a vus dans cette compétition véritablement sous un autre angle et hier, le comportement des Sénégalais, moi je trouvais que c'était scandaleux. Le comportement du coach sénégalais, le comportement des supporters sénégalais, la malice avec laquelle ils se sont comportés, et puis aussi, sur un autre volet, l'incompétence de la CAF. Quand on arrête un match comme ça, on refuse de jouer, il y a des textes qui régissent ce genre de comportement. Quand les joueurs partent au vestiaire sans que ça soit autorisé par l'arbitre, les textes sont clairs là-dessus. L'arbitre, il manquait de personnalité dans ce match-là. L'arbitre, il était totalement out. Il n'a pas joué son rôle. Il était carrément bouffé par les joueurs sénégalais, par le staff sénégalais. Moi, je trouvais que c'était un match qui était sur lequel, techniquement, les Sénégalais, ils étaient forts. Ça, on ne peut pas le contester. Ils étaient très, très bons. Ils étaient offensivement bons. Ils étaient défensivement bons. Et puis, le grand Bono... qu'on ne saurait jamais décrire dans sa grandeur d'âme tout d'abord. S'il s'agit de donner un trophée de fair play, il faudrait le donner à Bono. On a vu quelqu'un effectivement de très posé, quelqu'un qui a su gérer de bout en bout cette compétition. Il était dans les moments forts, là où on avait besoin de lui, il était là. Forcément, peut-être... On a quand même Brahim Diaz, meilleur buteur. Oui, on a meilleur gardien. Alors, en parlant de Brahim Diaz, un virtuose du foot marocain, un prodige. Mais encore une fois, il me semble que la pression, la zizanie,
le parasitisme de toutes parts, des Algériens, des Égyptiens, des Sénégalais. Imaginez, on sort un communiqué pour dire que l'équipe va arriver à 18h23. Et puis après, on revient à la charge pour dire les autorités marocaines n'étaient pas là, c'était mal organisé, etc. Vous savez croyez que c'est innocent tout ça ? Tout ça a été fait à bon escient pour créer la zizanie, pour mettre la pression davantage sur nos joueurs. Ils savent pertinemment que les Marocains sont affectifs, sont émotifs, sont émotionnels. Et dans ce genre de compétition, la pression venait de toutes parts. Pour un pauvre Diaz qui s'est trouvé à un moment donné, Patrick voulait acter effectivement sa présence par enchantement, par bonheur. Mais vous savez, avec la pression, vous devenez maladroit. Vous devenez irrationnel. Oui, mais ça arrivait jouer avec son pied droit. Il n'est pas droitier, lui. C'est arrivé à d'autres. Hein, non, mais je sais, mais jouer une panenka en fin de compétition. Il faut rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que quand on rate une panenka, c'est une passe au gardien. Quoi, Exactement, c'est le cas, de le dire. Hier, c'était ça. Ouais. Jouer avec son pied droit alors qu'il est gaucher. À un moment où on voulait effectivement faire terminer avec classe, c'était raté. Et vraiment, ça m'est resté au travers de la gorge. Je suis pas le seul peut-être, mais j'ai mal dormi. Je l'ai pris très mal. Non, c'est pas personne n'a bien dormi. Non, mais footballistiquement, c'est pas là le problème. C'est que on a été dans un contexte qui était malsain, qui était toxique de toutes parts. Et s'il y a quelqu'un qui a réussi, je suis d'accord avec mon ami Serra, effectivement, sur le fait qu'on a gagné sur tous les registres. Mais il faut dire aussi que les Algériens, ils ont réussi. Ils ont réussi à créer la zizanie. Ils ont réussi à rendre la compétition toxique. Ils ont réussi à nous faire dire ce que je suis en train de dire moi maintenant. Peut-être il y a 3 semaines, il y a un mois, je l'aurais jamais dit. Bon, mais maintenant, je le dis. Encore une fois, on est influencé par ce qui s'est passé. Avec Saïd, on va s'arrêter. On va écouter le journal de Karim Doné, qui est encore dans un état pire que le vôtre. Et on se retrouvera après le journal pour continuer à en débattre, avant de parler des délais de paiement. Une autre histoire tout à l'heure. La suite des décodeurs dans la matinale. C'est bon, ça y est, les photos ? Oui. Puis allez. Bon, qu'est-ce qu'on fait de la coupe ? On la garde. On la garde. Bon, on la garde. On va la garder. Il y a un coup de honte qui arrive. On va la garder. Bon, on aura une vitrine avec la petite coupe, la petite canne et la petite coupe du monde à côté. Alors. Et puis il y a la sélection féminine qui arrive aussi. Donc c'est vrai, ce n'est que partie remise. Bien sûr, bien sûr. Alors, cette canne, il faut qu'on en parle quand même encore. Encore, bien sûr. On en parle parce que on l'a dit, Saïd l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que on va pas rester sur cette vision de la fin de ce match. En fait, c'est ça, toxique. Je pense que vous avez raison. C'était toxique. C'est pas bien. Par contre, on va revenir sur le bilan de cette CAN. Le bilan de cette CAN, comme l'a dit Saïd tout à l'heure, on a montré la place du Maroc en Afrique, et pas qu'en Afrique. On a donné une leçon au monde. On a excellé dans l'organisation. Et c'est un exercice pour le méga événement, la Coupe du Monde 2030. Donc on a fait déjà un premier exercice. Il faut ressortir un bilan, voir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Qu'est-ce qu'il faut encore corriger. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je dirais, sur le plan touristique, on a atteint tous les records. On a frôlé les 20 millions de touristes. Sur le plan visibilité marketing, visibilité du royaume, on aura sans doute des chiffres prochainement sur le tourisme. On a fait un test sur nos infrastructures sportives, nos pelouses qui ont résisté pendant des semaines à des pluies exceptionnelles. Oui, tout à fait. Et 4. C'était presque un crash test pour les Exactement. pelouses. C'est le mot. On a testé aussi nos infrastructures touristiques, nos hôtels, la qualité de l'accueil, les services de sécurité. C'était réussi sur tous les plans. On doit féliciter tous les Marocains, toutes les Marocaines et tous les Marocains qui étaient derrière. C'était un exercice réussi. Le Made in Morocco, au sens vrai du terme. Et d'ailleurs, Sa Majesté le Roi a félicité l'équipe nationale, a félicité le Maroc, a félicité l'Afrique. On ne doit pas, le match d'hier ne va pas nous pousser à tourner le dos à l'Afrique.
on est des Africains et nous continuerons à jouer et à exceller en Afrique et à présenter l'image de cette Afrique qui mérite plus. Oui. Et puis on Le va pas Maroc en tant que hub doit continuer. On va pas se rendre responsable des erreurs de la CAF. Hein. Exactement. Je pense parce que il y a aussi, je crois que c'est un débat à ouvrir aussi. Moi, j'ajoute un élément que j'ai oublié de dire. C'est vrai, si on veut analyser le match d'hier, j'ai pas voulu rentrer dans le match. Il y avait tout, sauf peut-être la préparation psychologique du joueur. À un certain moment, on a perdu la concentration et le résultat est là. Et le grand champion hier, c'était Bono qui a joué excellemment, qui a sauvé l'équipe nationale. Qui doit avoir un truc pour rester zen, Bono, à chaque fois. Et félicitations encore une fois à toutes les Marocaines et à tous les Marocains. Je voulais revenir sur ce que je disais là, sur la CAF, parce que tout s'est bien passé, etc. Mais on a quand même remarqué quelque chose, c'est des difficultés d'arbitrage. C'est peut-être le manque de formation de ces arbitres pour une grande manifestation comme celle-ci. Des arbitres qui sont très influençables, là également. Une VAR, à chaque fois, des VAR qui ne servent quasiment à rien. On ne sait pas à quoi ça sert. Beaucoup de choses comme ça qu'il faudra revoir. Certainement, la CAF doit faire son bilan, parce que organisationnellement, on a été très très bon. On a été au top. Quand on regarde le match, sans qu'on vous dise que ça se passe au Maroc, vous saurez jamais que c'était au Maroc. Les couleurs, l'ambiance. Si, c'était au Maroc. Oui, c'était au Maroc. C'était au Maroc. C'était au Maroc. C'était à Casablanca, c'était à Rabat. Pour ceux qui ne savent pas encore qu'au Maroc, il n'y a pas que Marrakech. Il y a Tanger, il y a Casablanca, il y a Agadir, il y a Fès. Et les gens qui étaient à Fès, ils étaient éblouis par Fès. Il y a même, il y a Rabat, parce que Rabat, les touristes partent pas souvent en vacances à Rabat. Effectivement. On pense pas quand on se dit c'est une ville administrative, c'est une ville d'ambassade, de consulat, etc. Mais c'est une ville qui vaut le détour. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Rabat. Et ça, il faut l'inscrire effectivement dans l'actif de cette compétition, c'est que ça a permis au Maroc de déballer effectivement sa panoplie effectivement d'offres touristiques. C'est un pays d'accueil, c'est un pays d'hospitalité, c'est un pays de sourire, c'est un pays avec toute la naïveté que nous avons eue par moments effectivement dans cette CAN. Il me semble que nous avons gagné sur ces registres-là. Et l'apothéose, c'était la lettre envoyée par Sa Majesté. Que Dieu l'assiste. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. Venir à chaud, rassurer tout le monde pour dire... On est arrivé à la finale, ça fait 22 ans qu'on n'a pas été à la finale. C'est déjà un sacre. Ça, c'est important. Deuxièmement, calmer les... Oui, c'était très... Moi, je trouvais vraiment... J'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu que Sa Majesté, effectivement, avait envoyé une lettre de félicitations au staff, aux joueurs, etc., pour rassurer tout d'abord, pour dire, ne nous emballons pas. L'Afrique, c'est ça. C'est de haut et des bas. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit vraiment idyllique et vraiment idéal. Non, l'Afrique, c'est ça. Malheureusement, c'est encore ça. C'est des débordements, c'est de la malhonnêteté, c'est de la mauvaise foi. C'est aussi de l'amateurisme de la part de la CAF, encore une fois. J'ai pas vu de communiqué de presse sorti par la CAF pendant la compétition pour parfois corriger des débordements, remettre les choses dans l'ordre, etc. Il y a de temps à autre peut-être des choses qui sortent de la bouche du président de la CAF, sans plus. Non, mais donc ça aussi, c'est de voir un joueur sénégalais qui va discuter avec un ancien sélectionneur, voilà. Claude Leroy, exactement, qui est là-bas pour Canal+, qui est en bord du terrain et qui parle avec lui. Et c'est lui qui le pousse effectivement à rappeler ses copains pour dire. Qui lui dit mais allez-y quoi. Mais ils auraient pu demander aussi à Karim Droné, il était dans le terrain. Ouais, exactement. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Moi je trouve effectivement que la CAF doit monter d'un cran, parce que j'ai l'impression que elle n'a pas vu venir le Maroc en termes d'organisation. Ils étaient dépassés par effectivement la qualité de l'organisation, la qualité des infrastructures. Et le mot que tu as employé tout à l'heure, Mathieu, moi je trouve qu'il est à sa place. C'était un crash test.
Moi, la dernière fois, j'ai dit c'est un early bird, c'est-à-dire effectivement un lâcher de ballon pour voir comment ça va se passer pour la compétition mondiale qui arrive en 2030. Mais là, effectivement, on a été frappé par ces crashs, j'allais dire, en termes de propagande, en termes psychologiques, comme l'a dit Saïd à juste titre, justement, en termes psychologiques. Je crois que la naïveté qu'on peut reprocher aux Marocains, mais moi je trouve qu'elle est saine. Vous voyez, quand vous arrivez devant quelqu'un et il est naïf, c'est pas de la faiblesse, c'est de la grandeur d'âme. Et moi, je trouve que les Marocains ont démonté cette grandeur d'âme, ont démontré aussi qu'ils ne se laissent pas faire. Si vous voulez le respect des Marocains, il faut les respecter. Quand vous manquez de respect aux Marocains, ils vous rendent la monnaie. Donc ça, c'est important. Et puis, j'abonde dans le sens de mon ami Saïd. Des choses comme ça, on va finir très rapidement par oublier. La mémoire courte fonctionne très très rapidement. On va tourner la page et il faut revenir à l'Afrique. Il faut revenir. Ça prendra, si c'est pas demain, ça sera après-demain, mais en tout cas, ça prendra une petite semaine, 15 jours. Mais on va tourner la page et on va passer à autre chose. Le Maroc doit jouer son rôle. On a donné l'exemple en matière d'organisation. Maintenant, il faut donner à la CAF des leçons en termes de gestion des matchs, en termes de gestion des moments difficiles de l'organisation, de cadrer les équipes. Ça, c'est la prochaine formation, c'est le prochain challenge. Cadrage. Prochain président, vous voulez dire. Je dirais... Non, mais espérons que ça sera... Je dirais que c'est un parcours, c'est un parcours avec ses points positifs et ses points négatifs. Il faut maintenant retravailler le reste. Moi, je reste sur une note positive pour dire que le Maroc a fait une bonne préparation pour la Coupe 2030. Certainement. On a donné au monde le message qu'on est prêt. Nos infrastructures, les Marocains et Marocaines, les autorités, le public aussi marocain, le public marocain. Ça, c'est très important. Oui. Parce qu'il faut toujours revoir l'horizon 2030. Oui. Parce que la CAN 2025, c'est une petite station avant l'arrivée au grand aboutissement. Et nous avons la Coupe 2026. C'est encore un deuxième exercice pour nos footballeurs. Et puis que le FBI vienne au Maroc, demande des conseils aux Marocains. Ça, c'est, si besoin était, la preuve, effectivement, que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires, que nous sommes là pendant les rendez-vous des méga événements. On n'a rien à envier à d'autres. Moi, j'ai entendu ça quelque part. Par le passé, on se comparait à la France, à l'Allemagne, etc. Maintenant, on les a dépassés. Même dans le classement FIFA, on est 8e, bien avant l'Allemagne. C'est pour dire que, footballistiquement, on a fait le nécessaire. Il y a encore du chemin à faire, mais on va le faire, Inch'Allah, en bonne intelligence. En termes de maturité, il y a encore des petits réglages à faire et on va s'assurer effectivement que ça soit fait. En termes aussi de gestion de crise, je crois que là encore il faut travailler ça parce qu'on était en live, on était en situation réelle et on le disait avec ça tout à l'heure en off, c'était un scénario qui n'était pas prévu, que les joueurs du Sénégal sortent, partent, nous mettent la pression à la CAF, dire que on va vous gâcher cette finale. On va vous la gâcher cette finale. Ça va pas finir comme vous souhaitez, ça va finir très très mal. Ça s'appelle de la gestion de crise. Non c'est un scénario. Oui, mais gestion de crise, ça veut dire envisager effectivement ce scénario-là en faisant ce que tu as dit tout à l'heure, des formations de gestion de crise pour les arbitres. L'arbitre, il était dépassé. Moi, je l'ai vu, il était blanc comme neige. Il était pâle comme la mort, comme on dit. Mais donc, depuis le début de la CAN, on voit on a vu combien d'arbitres dépassés. Oui. C'est là où le bas blesse. Bien sûr. Et puis aussi nous autres Marocains. Parce que tout à l'heure on parlait de la Coupe du Monde. Voilà, c'est un test pour la Coupe du Monde, etc. C'est très bien, on a réussi tout ça. Mais des choses comme ça, ils s'en passent pas pendant la Coupe du Monde. Oui. Alors pourquoi pourquoi là? Parce que ces arbitres qui ont été sélectionnés pour venir jouer au Maroc font partie du top des arbitres africains. Donc je pense que là la CAF, c'est pas du tout le Maroc. Le Maroc n'est pas responsable de ça. Et ce qu'on risque de dire et d'entendre aujourd'hui ou peut-être demain,
c'est que si on avait ramené un arbitre suédois ou non, mais européen, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais on peut le dire. Hein. Peut-être certains vont le dire, de mauvaise langue peut-être vont le dire. Si on avait ramené un arbitre allemand, suédois, italien, peut-être on ne serait pas tombé effectivement dans les travers effectivement Mais pourquoi ramener des écoute, la Coupe arabe, la finale, c'était un Suédois. Oui. Ça s'est plus ou moins très bien passé. Donc, ramener un Européen, c'est pas pour dire que l'Européen est meilleur que l'Africain. C'est la neutralité. C'est la neutralité. C'est la neutralité. C'est effectivement. Suisse. Oui, Suisse encore mieux. Voilà, pour dire un territoire neutre. Casque bleu. Non, mais l'idée effectivement, c'est la neutralité. Là, effectivement, vous êtes avec cette casquette, avec ces pesanteurs, avec cette pression. Moi, je trouve que l'Afrique gagnerait à monter en maturité, à monter en compétences, à monter en confiance aussi. Ce qui s'est passé entre les Marocains, les Égyptiens, etc. Moi, je trouve que c'est un capital de confiance qui nous manque encore. On ne se fait pas confiance. Il y a de la jalousie, il y a de la guéguerre, il y a de la cupidité, il y a tous les mots avec AEX qu'on aurait dû écarter pour justement faire en sorte que cette compétition soit une véritable fête footballistique pour l'Afrique, une consécration de l'Afrique, pour dire au monde entier que l'Afrique, à qui vous reprochiez par le passé la mauvaise organisation, le mauvais public, les mauvaises diffusions, les mauvaises caméras, les mauvaises réalisations, regardez, on est là, on montre le vrai visage de cette Afrique qui en veut, cette Afrique qui démontre effectivement sa capacité de faire des choses magnifiques. Et le Maroc, il est en Afrique et il est dans son africanité. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a des... Encore, je ne suis pas dans une vision complotiste, mais il me semble qu'il y a des gens à qui ça n'intéresse pas trop que l'Afrique réussisse. Il y a encore des pesanteurs, il y a encore des lobbies qui veulent effectivement que l'Afrique reste encore l'Afrique comme elle a toujours été. Malheureusement. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un environnement tiers-mondiste, malheureusement. Donc, on a mis un cadre agréable, moderne, pour organiser la CAN à tous les niveaux. Mais malheureusement, l'écosystème footballistique africain n'a pas évolué, tout simplement. Oui. Maintenant, l'évolution, l'amélioration, c'est un parcours de combattant. Il me semble aujourd'hui que le Maroc a donné un bon exemple et ce sont les autres équipes qui vont suivre. Peut-être la prochaine CAN, peut-être d'ici 2030, il y aura une amélioration avec un esprit sportif sain. On doit croire à l'Afrique parce que une équipe qui ne respecte pas la CAN, qui ne respecte pas la CAF, c'est une équipe qui ne respecte pas l'Afrique. Ça, c'est parce qu'on est en train de dire attention, on n'est pas à un niveau de maturité qui nous permet de jouer et de faire le sport. Et ça, c'est très important. Le Maroc, je le dis encore une fois, a bien joué parce que, croyez-moi, nos joueurs peuvent aussi faire la même chose, mais on n'est pas dans cette logique. Parce que le Maroc, c'est une grande nation de foot. N'oublions pas qu'on est classé parmi les top 10 du monde dans l'Afrique et on doit respecter ce rang, déjà, de hub d'Afrique sportive, mais aussi de hub d'Afrique en termes d'ambassadeur de l'Afrique. Donc, je dis encore une fois, la fédération marocaine, l'équipe nationale ont joué hier leur rôle et étaient vraiment à la hauteur parce qu'on n'est pas tombé dans le piège des Sénégalais hier. Et s'il y a parce que les Sénégalais hier n'ont pas gagné la coupe, c'est vrai. Ils ont perdu en ne pas respectant les pays d'accueil qui abritent. Parce que hier, on était sur le point de gâcher l'événement. Donc, il faut prévoir le scénario inverse. Parce que le Maroc, en aucun moment, on s'est dit qu'une équipe va quitter la pelouse pour dire on ne va pas jouer. Ça, peut-être que j'ai jamais vu ce scénario. Et le Maroc, on a gagné. C'est arrivé une fois. Le Milan AC était le Milan avait. Moi, j'ai cherché dans mes annales, j'ai pas trouvé effectivement un cas comparable contre l'OM et à cause d'un projecteur. Voilà. Mais bon, c'était situation comme ça, c'est du jamais vu. Je rajoute juste un élément qui me semble très très important. Pendant cette CAN, c'est que la CAF
n'a pas fait le nécessaire pour apprendre aux joueurs, aux clubs, aux fédérations ce que c'est le fair play. Quand est-ce qu'il faut être un bon perdant? Quand on perd, c'est pas la fin du monde. On reconnaît effectivement sa défaite, on salue et on félicite l'adversaire et on tourne la page. Les équipes dans cette CAN ne l'ont pas fait et il me semble s'il y a un chapitre qu'il va falloir ouvrir après cette CAN, c'est le chapitre du fair play. Pourtant, c'est un des chevaux de bataille comme de la FIFA. Hein. De la FIFA. Bon, alors voilà. C'est bon, hein, on a fini avec la c'est CAN. pas encore fini, mais pour l'instant, c'est bon. On en reparlera, mais aujourd'hui, dans les décodeurs, on va s'attaquer au délai de paiement juste après les infos de Mourad Baba. La suite des décodeurs avec aujourd'hui Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca et consultant, et Hicham El Bayed, docteur en relations économiques internationales, docteur en management des territoires, conférencier, modérateur et chroniqueur radio et TV. Messieurs, ça y est, vous avez carrément enlevé vos costumes de commentateurs sportifs et on revient à ce qui vous occupe toute l'année, c'est-à-dire l'économie. Oui. Hein on revient à nos métiers originels. Franchement, ça a l'air de vous réjouir aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est déprimé, voire dépressif. Je pense qu'aujourd'hui... Juste une petite histoire à raconter pour boucler la boucle. Pour détendre un peu l'atmosphère. Oui, détendre, je ne sais pas si je vais y arriver. C'est juste par rapport à un post que j'ai fait sur Instagram. C'est pour rappeler la CAN 2019, quand les Marocains se sont réjouis de la victoire des Algériens et sont sortis dans les rues, oui, j'ai vu ça. petits et grands. Vous savez, c'est un post qui a fait 150 000 vues, pour rappeler juste une partie de l'histoire. J'espère, et je rejoins mon ami Saïd, effectivement, que cette page de polémique et de toxicité dont on parlait tout à l'heure va être tournée. On fait confiance à notre mémoire courte collective. On va pouvoir dépasser effectivement tout ça et revenir aux fondamentaux, revenir à la vie réelle, revenir à la real politics, comme on dit. Là, effectivement, où se passent les vraies choses, se passent les vrais destins, effectivement, pour cette Afrique, pour notre Maroc. Et je suis sûr, Inch'Allah, que par la suite, on va démontrer, si besoin était, que le Maroc est capable de faire des choses extraordinaires. Je vais mettre la musique en fond. Ouais, ce serait bien aussi pour accompagner le discours. Dites donc 150 000 vues sur Instagram, les Algériens, ils vont finir par vous donner de l'argent. Ça a créé la polémique contre les Algériens, les Marocains, tout le monde s'en est pris à cœur joie. Mais l'essentiel, c'est que, alhamdoulilah, je l'ai dit tout à l'heure, notre naïveté, elle est saine. Nous sommes de bon cœur, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais on a démontré que le respect, ça se mérite, et le respect des Marocains, c'est une ligne rouge. Alors, on va parler maintenant des délais de paiement. Vendredi dernier est sorti dans l'Économiste, nos confrères de l'Économiste qui ont très bien fait leur travail parce que il y a une vraie enquête sur cette loi qui est entrée en vigueur en 2025. C'était quand? C'était début 2025, je crois. Conclusion, c'est pas aussi évident que ça. D'abord, ce que j'ai compris, c'est la compréhension de la loi, la compréhension des modifications, c'est pas top, surtout pour les PME. Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné cette enquête là sur les délais de paiement, Saïd Youssef? Oui, déjà, on parle de la loi 69-21, qui est là pour cadrer les délais de paiement. Rappel rapidement. Comme partout dans le monde, il y a des délais de paiement à respecter. En vertu des textes de loi, il ne faut pas dépasser 60 jours. Donc, lorsqu'on commercialise un article, lorsqu'on établit une facture, il y a un délai max à ne pas respecter de 60 jours. Mais on peut le dépasser contractuellement, via une convention, et aller jusqu'à 120 jours. Ouais. Mais on peut aller parfois jusqu'à 180 jours, mais c'est l'exception. Il faut un avis du Conseil de la concurrence et c'est l'exception. Ça veut dire que les opérateurs économiques ont le choix, soit moins de 60 jours, soit aller maximum vers 120 jours à travers une convention interentreprise. Deuxième information, ça ne concerne pas que les entreprises, même le secteur public, mais les établissements publics sont obligés de respecter les dispositions de cette loi.
Ce qui est nouveau pour 2025, c'est que on n'est plus uniquement, le périmètre n'est plus uniquement dans la grande entreprise. On a aujourd'hui atteint les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 millions de dirhams. C'est-à-dire qu'on a touché la petite et moyenne entreprise. Ça, c'est le nouveau. Ce qui est nouveau dans cette loi, c'est parce que ce qui est nouveau chez la PME, c'est qu'on va commencer à déclarer. Trimestriellement, annuellement vers la fin d'année. Il y a derrière des amendes et des majorations à payer parce que lorsqu'il y a un retard, vous savez que le Trésor, vous payez au Trésor. Alors attendez, on va déclarer quoi? On va déclarer les factures, on va déclarer ceux qui nous écoutent. on va déclarer l'état des factures des fournisseurs et il y a des amendes à payer. Il y a des majorations à payer. Par exemple, je vous donne un exemple, 2,25%. C'est l'autodirecteur bancaire, plus 0,85% par mois engagé aux fractions de mois. Ouais, exactement. Si vous ne déposez pas, par exemple, cette déclaration trimestrielle, il y a des amendes de 5 000 par déclaration. Et encore plus, c'est que ces déclarations sont certifiées par soit expert comptable, commissaire. Qu'est-ce qu'il faut lire à travers ces dispositions? Primo, restons déjà dans les standards. À l'échelle internationale, il y a des délais à respecter. Le Maroc est dans la même logique. Encore, en Europe, les délais en Allemagne et partout normalement, c'est le délai max, c'est 30 jours. La loi marocaine autorise jusqu'à 60 jours. Donc déjà, il y a une flexibilité. Deux, l'impact sur l'environnement des affaires. Parce que lorsqu'on fixe les délais de paiement, ça veut dire qu'on est en train de bâtir un cadre sain du business. Et vers la fin, c'est la lourdeur administrative parce qu'aujourd'hui, les conseillers, les directions financières sont obligés de gérer ces délais de paiement et avec toutes les... Je vous donne un exemple. N'importe quelle facture où il y a une erreur, il y aura une majoration qui peut aller une amende qui peut aller jusqu'à 5 000 dirhams. C'est pas rien. Donc, il y a des pénalités lourdes derrière. Et il y a un changement, Saïd, c'est que pour le montant de la facture, par le passé, c'était au-delà des 1000 dirhams. Maintenant, c'est toute facture. Parce que la mise en place de cette loi a été graduelle. Parce qu'il faut accompagner les grandes. On a commencé, maintenant, c'est pour toutes les factures. Moi, ce qui nous interpelle, nous, tous, c'est déjà, est-ce que la PME est déjà préparée pour gérer ce chantier? Apparemment non. Non, ça c'est clair. Non, mais... Deuxième élément, quel est l'impact sur le fameux discours qu'on est en train tout le temps de dire? N'oublions pas que lorsqu'on parle de 2 millions de dirhams, moins de 2 millions de dirhams, j'explique bien, moins de 2 millions de dirhams, on parle de moins de... Il y a les entreprises qui ont moins de 2 millions de dirhams qui sont hors périmètre, qui sont pas concernés. Qui sont hors périmètre de cette loi. Donc si vous êtes un commerçant, une entreprise, moins de 2 millions, vous n'êtes pas concerné. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait pour... intégrer le secteur informel, ça c'est très important. Est-ce que les entreprises qui réalisent plus de 2 millions de dirhams, les entreprises qui réalisent plus de 2 millions de dirhams vont dire on va réaliser moins de 2 millions. Donc il y aura des impacts, c'est ce qu'il faut analyser maintenant, c'est ce qu'il faut analyser. Et surtout, moi ce que je souhaite, c'est que l'administration fiscale soit beaucoup flexible à ce niveau parce que ce sont les premiers jets d'appli pour la PME, il faut plus d'encadrement, plus de coûts, plus de flexibilité et d'information, parce que c'est un chantier difficile. Alors, la question, le sujet sur les paiements, effectivement, c'est un sujet très important. Tout d'abord parce que ça nous renvoie vers l'étude qui a été faite et qui se fait chaque année par InfoRisque sur les défaillances des entreprises marocaines. Et on trouve par rapport au tissu effectivement de ces PME que les délais de paiement assez souvent revient à la charge comme étant une des raisons, une des causes justement de défaillance des entreprises marocaines et qui finissent par déposer le bilan parce qu'on n'a pas assez de ressources, parce qu'on n'a pas été payé dans le temps. On dit que c'est un problème structurel de l'économie marocaine. Oui, c'est une problématique structurelle. Dans nos formations respectives avec Saïd, moi je me rappelle très bien, que ce soit dans la grande distribution, assez souvent on disait que ce qui fait le bonheur de ce genre de secteur d'activité, c'est le différentiel entre le délai fournisseur et les délais clients. Vous avez, comme vous et moi, consommateurs, vous arrivez devant une caisse à Marjane, Carrefour, etc. Je cite plusieurs enseignes, comme ça on est tranquille. Vous payez cash, vous payez par carte, ça se paye tout de suite. Mais derrière, eux,
vis-à-vis de leurs fournisseurs, ils ont des délais très rallongés. Donc, ce qu'on appelle effectivement délai client, délai fournisseur, et Saïd ici connaît mieux que moi là-dessus, ça faisait toujours effectivement le rapport de force entre David et Goliath. C'est ces mastodontes effectivement qui arrivent à avoir le mot de la fin effectivement devant la petite PME qui se cherche, qui n'a pas le rapport de force et qui pourtant aurait besoin de trésorerie. Et qui pourtant aurait besoin de trésorerie. Oui, bah c'est ça le sujet, c'est que un problème de trésorerie, quand vous avez un client qui vous paye pas à temps, qui vous fait poireauter, qui à un moment donné vous êtes obligé de lâcher du lest, comme on dit, pour espérer avoir 80%, 70% du montant de la facture, avec l'espoir d'encaisser un peu de cet argent dont vous avez besoin, bah, ça pose un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça aboutit aux défaillances, et ça finit effectivement par aller s'enregistrer sur la case effectivement des faillites des entreprises marocaines. Est-ce que cette application de cette loi, elle va réussir à casser ce qu'on pourrait appeler des pratiques installées? Les pratiques et les contre-pratiques, si je peux m'exprimer ainsi, finissent toujours par changer dans le temps. On essaye de prendre effectivement appui sur les pratiques et le benchmarking dans le monde. En lisant la note que vous nous avez envoyée hier, il me semble de l'économiste. L'enquête de l'économiste. Voilà. C'est dit comme ça. J'ai trouvé effectivement à un moment donné, on fait un rappel de ce qui se passe en France et que le législateur marocain a cherché effectivement à verrouiller davantage parce que parfois on peut trouver une entente tacite entre l'entreprise et ses fournisseurs pour changer la date, pour post-dater, etc. Donc des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais comme l'a si bien dit Saïd, la responsabilité juridique de l'expert comptable, du commissaire aux comptes, elle est engagée dans ces cas-là. Et donc, moi je trouve que verrouiller par rapport au délai de paiement, c'est une façon peut-être de sauver la mise à ce tissu économique qui est vulnérable et qui n'est pas en position de force pour négocier effectivement avec ses clients, particulièrement les grosses boîtes. Deuxièmement, les délais de paiement, c'est aussi une rentrée d'impôts pour l'État. Maîtriser effectivement les rouages et les ficelles par rapport à cela, c'est aussi rassurer cet encaissement fiscal de l'État. Et troisièmement, et ça c'est une remarque que j'ai faite il y a plusieurs reprises et je me permets effectivement de la rappeler ici, c'est que cette amende, moi je trouve que quand vous êtes une PME, une TPE, vous avez un encaissement à faire et que votre fournisseur, j'allais dire, il peine à vous payer, parfois pas forcément pour des raisons objectives, c'est disposer de l'argent des autres, et puis aussi sur l'enquête ça a été dit aussi, c'est comme une espèce de crédit interentreprise, de la sorte, ces délais de paiement. C'est comme si vous avez prêté de l'argent à un client et qu'il traîne effectivement pour pouvoir vous le rembourser. Je disais que par rapport à l'amende, moi je trouve que ça n'a aucun sens quand vous êtes une PME, que vous avez des difficultés de trésorerie et que l'État encaisse une amende et que vous restiez, vous, dans la difficulté en attendant un encaissement qui peut-être qui va jamais venir. Donc moi je trouve que cette question d'amende, c'est peut-être une façon de pousser les clients effectivement à devenir solvables, à être capables de payer les fournisseurs dans le temps. Mais je trouve que par ailleurs, ça ne résout pas pour autant les problèmes de trésorerie de nos entreprises, parce qu'entre-temps, peut-être ces PME auraient fait faillite et mis la clé sous le paillasson, comme on dit. Moi, je trouve qu'il va falloir trouver autre chose. Et je reviens sur ta question, Franck, par rapport à ce que ça va résoudre, est-ce que ça va assainir, je crois que ça va crescendo, mais le problème, encore une fois, c'est qu'on va vite, on est en train de serrer les taux sur la PME. La facture électronique, excusez le lapsus, la facture électronique qui arrive, la transparence, la digitalisation, tout ça risque effectivement d'être trop brutal pour la PME marocaine. Je crois qu'elle n'est pas prête. Prélèvement à la source. Prélèvement à la source, merci.
Moi, j'ajouterais, Saïd. nous précisons bien à nos auditeurs que ce qui est nouveau, c'est un texte qui date depuis 2023. Ce qui est nouveau, c'est 2025. C'est à partir de 2 millions de dirhams, c'est-à-dire qu'on va toucher vraiment la petite et moyenne de 2 millions. On va toucher vraiment la petite et moyenne entreprise. Ça, c'est un. Deux, est-ce que lorsqu'on a les questions aujourd'hui qui se posent, lorsqu'on a un chiffre d'affaires de 2 ou 3 millions de dirhams, est-ce qu'on a le dispositif qui nous permet de gérer, de déclarer? C'est une lourdeur. Ça, c'est le primo. Deuxième élément, c'est cette certification. Vous savez, la certification coûte des honoraires. 3, et ici on va revenir, est-ce qu'on peut se permettre un secteur économique à double vitesse? On impose des règles draconiennes au secteur dit, entre guillemets, formel, parce que le secteur informel n'est pas illégal. Parce que déjà, on doit se donner une grande définition. Qu'est-ce que c'est le secteur informel? Parce qu'on parfois, on sous-entend que c'est un secteur souterrain qui travaille dans l'illégalité. Non, c'est un secteur légal qui travaille, mais peut-être qui n'est pas identifié fiscalement, qui peut-être ne déclare pas certains impôts. Donc, je dirais, maintenant, le grand chantier qu'il faut travailler, c'est évitant des secteurs économiques à double vitesse. Le même chantier qu'on a lancé pour les entreprises supérieures à 2 millions de dirhams, on doit le lancer, mais avec des mesures encore graduelles, progressives, qui prennent en considération l'emploi. Il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai, derrière cette disposition de la loi sur les règlements, on essaye de régler les délais de paiement inter-entreprises. Mais aussi, c'est une lourde tâche administrative additionnée pour les services comptables, les services financiers des organisations. Un autre élément important, d'un point de vue de la loi, comme je l'ai dit, si on prend les directives européennes en la matière, si on prend l'expérience, on parle de 30 jours avec un délai max de 60 jours. Au Maroc, on est assez flexible. On a dit 60 jours. Et on peut aller jusqu'à 120 jours. Donc, ça veut dire en termes de délai, 180 jours, ça, c'est l'exception. Mais la règle générale, on peut aller jusqu'à 120 jours. Ce qui est nouveau, ce qui est un peu dérangeant dans cette loi, c'est que les intérêts moratoires qu'on paye lorsqu'il y a un retard, c'est le fisc qui en profite. C'est la trésorerie qui en... Alors que dans les pays, par exemple, dans les modèles allemands, dans les modèles, ça profite aux créanciers. Et puis c'est indexé sur le taux directeur. Comme disait, c'est-à-dire si le taux augmente, effectivement, on risque de partir sur une amende 2025. 0,85. Je rajoute juste un petit élément à ce que disait Saïd, si tu permets, Franck. C'est effectivement, on a transformé la PME à une espèce d'usine à gaz où il faut chercher beaucoup plus la conformité que la performance. À chaque projet de loi de finances, à chaque loi de finances, ils ont la boule au ventre pour savoir qu'est-ce qui va advenir, qu'est-ce qui va changer. Et au lieu de maintenir le cap sur la performance, sur l'amélioration de l'activité, sur la recherche d'autres clients, on verrouille davantage. Moi, je trouve que cette vision des choses, autant peut assainir, mais par ailleurs, elle risque d'être asphyxiante pour une bonne partie de nos PME qui souffrent déjà et qui risquent d'être encore compromises vu effectivement ces nouvelles dispositions. Alors justement, c'est le titre de cette enquête de l'économiste Délai de paiement, la galère des PME. Et je vous encourage à aller lire cette enquête parce que là, on ne vous a pas dévoilé tous les résultats de l'enquête. On n'a fait que commenter l'arrivée de cette loi sur les délais de paiement et l'impact sur les PME. Et il y a aussi sur la une de l'économiste, au-delà de l'enquête, il y a mon article qui est paru effectivement et je parle de la recherche scientifique au Maroc. Je vous invite à lire l'article. Il est en deuxième partie sur ce nouveau numéro de l'économiste. Très intéressant. Vous avez le temps pour un petit dernier sujet là? Allez, c'est parti. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, c'est le lancement de Davos, du World Economic Forum. Vous n'y êtes pas d'ailleurs? On est là. Oui, c'est bien. Et Oxfam, tout à l'heure, Karim Droné le disait, Oxfam a fait paraître son rapport, un rapport qui paraît juste au démarrage de Davos, comme chaque année. Et donc, l'année dernière, 3 000 milliardaires cumulaient une fortune de 18 300, je ne sais même pas, milliards de dollars. La valeur de leur patrimoine s'est accrue de 16,2%. Cette année, les 12 milliardaires les plus riches possèdent plus de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité.
Qu'est-ce que vous les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Ben voilà. C'est un secret de polichinelle. Et ça continue, quoi. Et ça continue. C'est ce grand débat historique par tous les économistes de répartition des revenus. Oui, répartition de richesse. Répartition de la richesse. Et ce nord et sud, c'est autant à l'international que même dans des pays. Lorsqu'on n'arrive pas à mettre un mécanisme qui permet d'assurer une certaine répartition plus ou moins équitable de la richesse entre les êtres humains, on creuse. Il y a des personnes qui creusent dans la misère et d'autres qui s'enrichissent davantage. Donc ça veut dire que le système économique mondial n'est pas du tout équitable. Lorsqu'il y a plus de riches et encore de plus en plus de misérables partout dans le monde, ça veut dire que l'avenir de l'humanité il n'y a pas que le changement climatique, il y a ça aussi, c'est vrai. Ceci dit, on ne condamne pas la richesse, ça il faut le comprendre. On ne condamne pas les gens qui travaillent dur, qui sont partis de rien, qui sont arrivés effectivement à devenir des milliardaires. Mais le problème, c'est dans la répartition, c'est dans effectivement la nécessité de tirer vers le haut ceux qui se trouvent en train de survivre au lieu de vivre. C'est ça la problématique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette vision des choses entre riches et pauvres, autant c'est valable à l'international, c'est valable aussi pour les territoires, pour les pays. Vous avez toujours une petite fraction, cette règle de 20-80, 20% de la population qui s'accapare 80% de la richesse et 80% de la population qui n'a que petit 20 sur le PIB. Ça aussi, ça démontre effectivement qu'il y a un travail en profondeur, un changement de paradigme, une nécessité aussi de donner sens à certaines initiatives, comme l'impôt sur fortune, par exemple. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait éventuellement donner peut-être une légitimité à ceux qui arrivent effectivement à dégager des fortunes, surtout les grosses boîtes. Vous savez bien que c'est compliqué. C'est compliqué, parfois c'est antidémocratique pour certains, ils osent effectivement l'appeler comme ça, mais il va falloir trouver une formule qui puisse permettre aux riches de s'enrichir, mais sans pour autant appauvrir les pauvres. Disons que il faut répartir tout ça, c'est un problème de répartition. Et peut-être effectivement aussi la taxe Tobin. La taxe Tobin sur les transactions internationales. Les taxes sur les transactions, et on pourrait faire tellement de choses avec cet argent, quoi, c'est sûr, qui tourne tout le temps, 24 heures sur 24. On continue, décalage horaire favorisant. Donc de l'argent toute la journée, toute la nuit. Donc voilà. Messieurs, merci beaucoup. Saïd Youssef, merci. Hicham El Bayed, merci beaucoup. Je vous rends à Instagram. Parce que il y a 150 000 à battre. 150 000, peut-être 200 000 aujourd'hui. 200 000 aujourd'hui. Il faut faire mieux avec un nouveau poste. Allez. Hop. Merci, à très bientôt. Franck. Merci d'être passé aujourd'hui dans les décodeurs. Dans quelques secondes, Karim Dronet pour les infos. Atlantique Radio. La matinale jusqu'à 10h.